Place à l'interview politique. Bertrand Henn, ce matin, vous recevez Ahmed Laouedj. Oui, le député socialiste. Bonjour Ahmed Laouedj. Bonjour. La fin de l'année arrive et le rideau va bientôt tomber sur cette année politique. La Chambre doit donc voter aujourd'hui le budget fédéral pour l'année prochaine. La Wallonie a voté le sien hier soir. Ahmed Laouedj, depuis les bancs de l'opposition, vous épluchez ce budget. Vous n'êtes pas avare de critiques sur la manière dont il est ficelé, mais au fond, est-ce que les choses ne sont pas globalement en train de s'améliorer? L'emploi repart à la hausse, la confiance des entrepreneurs et des ménages petit à petit aussi. Est-ce que cette politique de réduction des dépenses et de diminution des charges pour les employeurs, elle ne commence pas petit à petit à porter ses fruits, Ahmed Laouedj? Le gouvernement de Michel est en échec à tous les niveaux, un échec budgétaire qui est lui-même la conséquence d'une très mauvaise politique économique. La Belgique a une croissance économique qui est inférieure, inférieure à la moyenne de la zone euro. Pas grand-chose. La dette publique augmente et sur le terrain de l'emploi, je suis désolé, monsieur Henn, mais les chiffres n'impressionnent personne. On nous parle de 55 000 emplois en 2016, ce qui est quand même jugé par la Banque nationale comme un bon cru. On nous parle de 120 000 emplois dans les 3 prochaines années, si ce n'est que 80% de ces 120 000 emplois étaient déjà attribués et attribuables, si je puis dire, au précédent gouvernement. Ça veut dire qu'il y a une création nette de 25 000 emplois, mais ne perdez pas de vue que sur la même période, il y a eu le saut d'index, c'est une ponction de 2,5 milliards par an, soit sur la période dont nous parlons, 10 milliards qui seront pris dans la poche des travailleurs, et une réduction des cotisations patronales de plus de 8 milliards. Donc 18 milliards d'euros qui sont pris directement ou indirectement dans la poche des travailleurs, tout ça pour créer 25 000 emplois supplémentaires. Oui. Vous conviendrez que ça fait très cher l'emploi. C'est ce qu'a répondu à vos critiques la majorité, c'est de dire eh bien, que le produit de toutes ces économies, vous venez de citer 18 milliards, eh bien, ça va dans la poche des travailleurs grâce au tax shift et que ça crée de l'emploi. Vous dites non, tout ça c'est faux. Mais très certainement pas. Le tax shift, c'est aussi les augmentations de taxes indirectes, l'augmentation de la TVA sur l'électricité, les accises qui ont augmenté de manière vertigineuse, les coupes dans les services publics, 3 milliards sur la période pour la SNCB, mais aussi maintenant des coupes dans les soins de santé avec une attaque directe contre les patients qui vont devoir payer plus cher leurs antibiotiques, les anti-ulcéreux, pour ne prendre que ces deux exemples. Donc il y a une brutalité sociale qui aujourd'hui accompagne l'échec de leur politique économique. Et ce que ne comprend pas le gouvernement Michel, c'est que l'asphyxie sociale n'a jamais redonné de l'oxygène à l'économie. Ça n'est pas en tassant la demande intérieure, ça n'est pas en tassant la demande publique que vous allez relancer l'économie. Une économie, ça marche sur deux jambes. Il faut soutenir les entreprises, la création d'emplois, l'investissement, mais il faut aussi soutenir le revenu disponible des ménages. Oui, le ministre des Finances, Johan Van Overvelde, cite toujours le fait, et il cite des chiffres, comme vous avez cité tout à l'heure, les chiffres de croissance un petit peu inférieurs à la moyenne européenne. Lui, il cite les chiffres de la dépense publique belge qui est supérieure à la moyenne européenne et dit donc on peut encore faire des efforts. Mais ce que ne comprend pas M. Van Overvelde, qui est tributaire d'une idéologie qui s'appelle l'économie de l'offre, c'est que la dépense publique, elle sert aussi l'économie. La demande publique, c'est aussi des dépenses qui vont pouvoir, à un certain moment, remplir le cahier de commandes de toute une série d'entreprises qui vont pouvoir aussi faire travailler des agents économiques. Il y a donc un effet positif à la dépense publique. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de bien voir que le gouvernement, ce qu'il a lui en tête, c'est de couper dans les services publics parce qu'ils veulent moins d'État. Et là, vous avez une coïncidence d'agenda. L'agenda libéral qui veut moins d'État et l'agenda de la NVA qui veut moins de Belgique. Les deux agendas convergent, mais tout cela avec, je le répète, une brutalité vis-à-vis de la population, que l'on prive de services publics, que l'on prive aussi de protection sociale. Oui, mais même la politique de l'offre que vous dites, vous appelez idéologie, on voit bien qu'en France, par exemple, le gouvernement socialiste a bien dû la mettre en œuvre parce que est-ce qu'il y a vraiment d'autres alternatives que ça qui fonctionnent, Ahmed Laouedj? Des institutions comme le FMI et de plus en plus la Commission européenne sont en train de revenir sur cette idéologie de l'économie de l'offre en disant que l'austérité n'est pas de nature à relancer durablement l'économie. Moi, je regrette les choix qui ont été faits en France parce que ça n'est pas la marque d'un gouvernement socialiste. Je le dis sans embâche. Je le répète, ce qu'il faut faire, c'est de toujours se rappeler qu'une économie marche sur deux jambes. Il faut à la fois soutenir les créations d'entreprises, les investissements
et les emplois, et en même temps soutenir le revenu des ménages, parce que les ménages sont des agents économiques qui sont centraux dans le développement d'une économie. Vous citez le FMI a fait une série de premières remarques sur le budget belge, et ces remarques étaient plutôt qu'il fallait continuer de faire des dépenses structurelles, qu'il y avait trop de fonctionnaires et des dépenses sociales qui ne sont pas assez liées aux revenus. J'ai repris 3 points, il y en avait d'autres, hein. Mais donc on voit quand même que le gouvernement, il répond aussi quelque part aux attentes d'une série d'institutions internationales qui le poussent à agir comme ça. Alors évidemment, ils choisissent toujours ce qui les intéresse dans les analyses qui sont faites par les institutions internationales. Ce que moi j'observe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une situation budgétaire qui reflète l'échec de la politique économique, puisque la politique économique ne permet pas de pouvoir augmenter les assiettes fiscales et parafiscales, ce qui évidemment met les comptes publics dans une situation extrêmement difficile, et ce qui pousse de plus en plus le gouvernement à faire de nouvelles économies. Donc ils ont créé eux-mêmes le chaos budgétaire, et pour y répondre, eh bien, ils annoncent encore de nouvelles économies. Je dois rappeler ici que d'ici 2018, ils doivent trouver 10 milliards d'euros. 9 milliards 8. 10 milliards d'euros. Oui. Je pense que je dis 10 milliards d'euros, parce qu'il y a les 9 milliards 8 que vous évoquez, mais il y a surtout le fait que leurs recettes fiscales sont gonflées au botox, et je parle en particulier du rendement attendu des nouvelles mesures. Donc bref, à la fois sur les recettes telles qu'elles existent aujourd'hui, il y a un problème, et il y a de surcroît des recettes fiscales pour les nouvelles mesures qui sont surestimées. Et où est-ce qu'ils vont aller chercher ? Il n'y a pas d'assainissement budgétaire en réalité. Exactement. Où est-ce qu'ils vont aller chercher l'argent ? Ils vont soit à nouveau couper dans la sécurité sociale les services publics, ou augmenter les taxes sur les ménages, ce qu'ils font depuis le début de la législature. Donc si la compétitivité des entreprises s'améliore, et c'est elles qui le disent, c'est l'AFEB, ce sont les grandes organisations patronales, elles se félicitent plutôt d'une série de mesures, vous dites peut-être, mais derrière il n'y a pas d'assainissement budgétaire. Il n'y a pas d'assainissement budgétaire, les emplois qui sont créés sont marginaux et en plus de médiocre qualité, puisque l'essentiel des emplois qui sont créés sont des emplois partiels, précaires, intérim, voire toute une série d'autres formes de précarité d'emploi. Et par ailleurs, ils n'assainissent pas les finances publiques, ce qui veut dire qu'il y aura encore des efforts demandés à la population. Je le répète, ce sont des échecs à tous les niveaux. Alors, une question d'Alain Chaumas sur Facebook. Il dit « Chaque budget donne lieu à des sous-évaluations et des erreurs qui donnent des milliards à retrouver. Auriez-vous une meilleure manière de faire des prévisions pour aider le gouvernement à mieux faire les choses au premier coup et pas par le rattrapage comme un mauvais élève ?» Il devrait peut-être d'abord essayer de mieux gérer les finances publiques, et donc de ne pas enjoliver, mystifier les budgets qu'il présente au Parlement. Donc un peu plus, je dirais, de précision et de professionnalisme dans la gestion des affaires publiques. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à ce gouvernement-ci ? Parce que Alain, notre auditeur, le disait, chaque budget donne lieu à des évaluations et des erreurs. On pourrait reprendre les différents gouvernements avant. Il y a toujours eu des différences entre ce qu'on prévoit et la réalité des choses. Est-ce que ce gouvernement-ci est particulièrement en faute, selon vous ? Ce sont des grands professionnels de la tromperie. Rappelez-vous, ils nous avaient expliqué qu'ils allaient faire un tax shift, c'est-à-dire à la fois des réductions d'impôts et de cotisations sociales financées. On s'aperçoit aujourd'hui, de mois en mois, que ce tax shift, cette prétendue grande réforme, n'est pas financée. Je vous donne un exemple très simple. Ils avaient dit, grâce au redesign de l'administration, donc modernisation de l'administration, on va aller chercher 750 millions d'euros qui financeront pour partie la réforme fiscale. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que ces 750 millions ne sont pas là. Donc, première mystification. Deuxième exemple d'amateurisme, ils ont augmenté les accises sur les spiritueux, sur les tabacs. Le fait est que ça a provoqué des achats à la frontière, donc au Grand-Duché de Luxembourg et en France. Ça fait plusieurs mois qu'on leur dit, attention, vous allez perdre de l'argent. Ils ont perdu plusieurs centaines de millions d'euros. Si ça, c'est pas de l'amateurisme, je ne sais pas ce que c'est. Autre chose, la Cour des comptes, la Commission européenne leur dit systématiquement, attention, vous surestimez le rendement des nouvelles mesures fiscales sur la régularisation fiscale, sur la taxe Caïman. Ils font comme si ça n'existait pas et ils continuent à foncer dans le mur. Bref, il y a toute une série d'indices qui montrent clairement que le gouvernement s'est structurellement installé dans la tromperie, et la tromperie budgétaire en particulier. Et ça veut dire, si on vous suit, bien sûr, que les prochaines échéances budgétaires seront chaque fois plus compliquées. C'est inévitable. Ils tirent les boulets, et les boulets s'accumulent. Et évidemment, je le répète, le problème, c'est que la facture sera envoyée une nouvelle fois à nos concitoyens. Un argument qu'il faut relever et qui est donné par la ministre du Budget, Sophie Wilmès, c'est que si le budget, elle l'assume, a un peu dérapé cette année,
c'est aussi à cause des attentats et de la crise migratoire. Est-ce qu'il faut quand même pas le prendre en compte ? La Commission européenne y a répondu en expliquant que c'était effectivement des facteurs influents mais pas déterminants dans le chaos budgétaire qui aujourd'hui caractérise la Belgique. Il faut aussi signaler que d'autres pays ont malheureusement subi ces tragiques événements et pour le reste c'est l'ensemble de l'Union européenne qui subit les effets négatifs du Brexit. Donc ce sont des explications qui peuvent valoir pour une partie, je dirais, du déficit budgétaire mais pas pour la totalité. Alors, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la garantie d'État accordée aux coopérants d'Arco, je vous rappelle que c'est le bras financier du mouvement ouvrier chrétien, était contraire aux droits de l'Union européenne. Le vice-premier CDNV a promis une solution en 2017-2018. Est-ce qu'il faut aider ou laisser tomber les coopérants du mouvement ouvrier chrétien ? Mais on voit bien que ce dossier aujourd'hui est central dans les divergences qui opposent le CDNV, la NVL, Open VLD, le MR, qui est un gouvernement qui n'a pas de cohésion. Et on a l'impression que le CDNV va abandonner son exigence de fiscaliser les plus-values contre une solution pour Arco. Le tout étant lié à une éventuelle réforme de l'impôt des sociétés. Bref, il y a des petits marchandages. Alors je ne sais pas si c'est des petits marchandages entre amis, parce qu'il y a beaucoup de divergences entre eux, mais en même temps, pour ce qui nous concerne, ce qui est important, c'est de bien gérer les comptes de l'État, et il n'est pas question d'envoyer la facture à l'ensemble de nos concitoyens. Oui, mais donc je reviens à la question, est-ce qu'il faut les aider ou les laisser tomber ? Ah, il faut une solution. Ces coopérants qui ont cru être coopérants et en fait qui étaient actionnaires. Mais voilà, est-ce qu'il faut les aider ou pas ? C'est-à-dire que les coopérants d'Arco ont été victimes de la crise financière. Ce ne sont pas les seuls. Alors pourquoi les aider eux spécifiquement et pas tous les autres ? En même temps, si on peut faire la démonstration qu'on leur a vendu des parts de coopérateurs en leur disant c'est de l'épargne, il y a peut-être une attention particulière à leur apporter, mais alors à tous ceux qui étaient dans la même situation. Le problème, c'est que ça va faire grimper la facture. Et je le répète, est-ce qu'on a vraiment encore aujourd'hui les moyens de pouvoir faire face à ce genre de dépenses? Je ne le crois pas. Et ça n'est pas au budget de l'État de supporter les problèmes politiciens internes au gouvernement Michel. Alors, encore une question sur Facebook d'Émile. Émile, oui, ça part. Ahmed Laouej, les personnes du PS impliquées dans Publifin doivent-elles rembourser les jetons de présence ? Je vous rappelle, Publifin, c'est donc cette intercommunale qui possède notamment vous, et il y a eu révélation ces derniers jours de jetons de présence très importants. Ahmed Laouej. La règle de base, c'est qu'il ne peut pas y avoir rétribution sans prestation. Et ça doit s'appliquer à tous les niveaux, que les choses soient claires. J'observe que Monsieur Furlan a pris le dossier en main, va faire une enquête administrative et va venir avec des propositions. Je ne vais pas, moi, improviser ici une solution qui, par ailleurs, pourrait peut-être ne pas tenir. Mais ça vous a choqué quand vous avez vu Évidemment, ces montants ? bien entendu, oui. Ce sont des pratiques d'un autre âge. Donc, je le répète, le principe fondamental, c'est rétribution contre prestation. La prestation doit pouvoir être justifiée, la rétribution doit être raisonnable, et tout cela, évidemment, doit s'inscrire dans une gouvernance moderne, compréhensible par l'ensemble de nos concitoyens. Le gouvernement s'installe dans la tromperie budgétaire. Il y a une brutalité vis-à-vis de la population. Déclaration ce matin d'Ahmed Laouej au micro de Matin Première.